Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Du même auteur. Des mêmes auteurs. LUCOLIVIER DALGANGE. L'étincelle d'or, note sur la science d'Hermès, les deux océans. L'ombre de Venige, essai Alexis Farmak. Le songe de Pallas, Alexis Farmak. Fin mars. Les hirondelles, Arma Artis. Le chant de l'âme du monde, poème. Lecture pour Frédéric II, Alexis Farmak. Lux Ombra Dei, Arma Artis. Propos réfractaires, Arma Artis. Au seul nom d'une déesse phénicienne, Alexis Farmak. Apocalypse de la beauté, Arma Artis. Métaphysique du dandysme, Arma Artis. Intempestiva sapientia suivi de l'ange Pan, Arma Artis. Note sur l'éclaircie de l'être, Arma Artis. Le déchiffrement du monde, la gnose poétique d'Ernst Jünger, l'Harmattan Col. Théoria. L'âme secrète de l'Europe, œuvre, mythologie, cités emblématiques, l'Harmattan Col. Théoria. Philippe Barthele. Le roman de la langue. 1. L'étrangleur de perroquet, Critérion. 2. L'olifant, le rocher. 3. Baralipton, le rocher. 4. Fou-forêt, Pierre-Guillaume de Roux. 5. Salut aux bêtes sauvages, Pierre-Guillaume de Roux. 6. Tulipe d'orage, Pierre-Guillaume de Roux. 7. Vert dragon, Pierre-Guillaume de Roux. Le cadet, Pierre-Guillaume de Roux. Le ciel de Cambridge, Rupert Brooke, La mort et la poésie, Pierre-Guillaume de Roux. Les mots éclaireurs, Valère Novarina et le drame de la parole, Pierre-Guillaume de Roux. Le voyage d'Allemagne, avec Éric Haïtz, Gallimard. Dominique de Roux, Pardès. Éloge de la France, François-Xavier de Guibert. Entretien avec Gustave Thibon, La Place Royale, 2e édition. Le Rocher, 3e édition. DDB. Saint-Bernard, Pygmalion. Charles de Gaulle jour après jour, avec Olivier Germain Thomas, Nathan, 2e édition. François-Xavier de Guibert. Lecture au serpent de mer, Guivre. Dédicace. In Memoriam, Jean-Marc Tapier de Céléran. Premier entretien. C'était à Paris, non loin de la Bourse, dans une brasserie pleine de lustres et de cristaux, où les tabliers blancs des garçons, leurs serviettes amidonnées, les têtes dorées des bouteilles de champagne empilées dans la glace d'une vasque argent sur le comptoir, faisaient chercher malgré soi, sur les banquettes voisines et dans les miroirs alentours, la silhouette frileuse de Marcel Proust, seul et curieux devant son œuf à la coque et ses mouillettes, ou bien le rire bedonnant de Léon Daudet, attabler la serviette au col devant des escargots, la bouteille d'Anjou village du Mans Fleur-de-Lysée à portée de la main dans le seau couvert de buée. L'un des commensaux, sans doute parce qu'il était en retard, n'en finissait pas de s'émerveiller de la relativité du temps. Imaginer un temps où toutes les choses sont à la même date, est une illusion de professeur, c'est-à-dire une imbécilité d'étudiant monté en graines. Qui déciderait si nous sommes ici au début du XXIe siècle, ou plutôt à celui du XXe? Si le temps est gentilhomme, comme disent les Italiens, il peut bien ménager à qui les perçoit ces coïncidences intemporelles. Cher ami, repartit son compagnon, encore un effort comme dirait le divin marquis. Que si il tempo est galantuomo, sa galanterie ne s'arrêtera pas en si bon chemin, et peut encore nous remonter d'un siècle. Imaginez-vous dans la première année du règne de Napoléon, empereur de la République, pendant cet été où l'on rêvait encore à l'invasion de l'Angleterre. Toutes les pensées allaient au camp de Boulogne. Ici, la bourse, dont nous apercevons les colonnes en nous penchant, n'existait pas encore. On l'avait installée dans la ci-devant basilique Notre-Dame des Victoires. Tout le monde n'avait pas encore eu le temps de lire le génie du christianisme. Ces propos sur la comète, repartit le retardataire, d'autres que nous les ont tenus à ce moment-là, ils sont un exemple bien intimidant. Je veux parler des 3 interlocuteurs des soirées de Saint-Pétersbourg, le comte, le sénateur et le chevalier. Si Parva lycée, prenons-les comme modèle le temps d'une conversation. Nous laisserons le 3e siège, que l'on espère pas trop périlleux, à l'ami de passage qui voudra bien tenir sa partie dans notre conversation, s'il vient. À défaut de la Neva, la Seine n'est pas trop loin et surtout, nous avons mieux que le Pierre Ier de Falconet, le cavalier royal de la place des Victoires.
Prenons garde que le cheval de Louis XIV, au contraire de celui du tsar, n'a pas besoin d'un serpent pour se cabrer. On oublie toujours le serpent d'airain au pied du cheval. Le comte de Maistre lui-même semble ne pas l'avoir vu. Alexander Blok prophétisait quant à lui la victoire du serpent. Convenons donc de tout cela, et que notre brasserie parisienne fait une acceptable terrasse pétersbourgeoise. Et partons donc de Joseph de Maistre, et de ce qui est sans doute le shibboleth de toute son œuvre, comme sans doute de tout effort véridique de déchiffrement des temps nouveaux-nés de 1789. Que ce qu'il faut faire, c'est non pas une révolution contraire, mais le contraire de la révolution. Devons-nous dire de la même façon en transposant à peine que ce qu'il faut écrire, c'est non pas de la littérature contraire, mais le contraire de la littérature? Philippe Barthele, les inventeurs de la littérature, du mot et de la chose, les soi-disant philosophes du XVIIIe siècle, il faudrait les appeler une secte, ce qu'ils étaient. L'étymologie du mot est bifide et cumule les disgrâces, sector, de sequor, suivre et seco, couper. On erre en troupeau. La littérature, par la volonté de ses inventeurs, est une coupure, une rupture. Une roture, c'est le même mot d'avec ce qui nourrit et vivifie, d'avec l'origine. D'où ce gigantesque oubli de l'âme du monde, pour finir par ne plus connaître que les moindres replis de la conscience individuelle. On passe ainsi d'Homère à Henry James, lequel est sans aucun doute un horloger d'une prodigieuse minutie, mais enfin il faut bien convenir que c'est une minutie stérile. Les biographes d'Henry James supposent d'ailleurs qu'il n'avait aucune expérience de la chair, ce qui, eu égard à son œuvre et comment dire, à l'intention de celle-ci, n'est peut-être pas sans écho ni importance. Vous me direz que nous sommes désormais très loin de ces joyaux inféconds, et que nous avons chu depuis belle ou laide, lurette dans les limbes de l'infrapsychologie. Julien Gracq déplorait pour l'opposer au sentiment cosmique des romantiques allemands, le côté fleur coupée du roman psychologique à la française. La fleur coupée peut faire illusion quelque temps dans un vase, mais elle devient vite fleur fanée, puis encore plus vite fleur pourrie. Nous en sommes là, au fumier, lequel, malgré toutes ses prétentions exagératrices, est d'un ennui accablant. LUCOLIVIERDALGANGE, l'oubli de l'âme du monde, de la source vive, nous condamne à vivre dans le délétère des citernes croupissantes. La secte immense, et je rejoins ici ce que vous nous disiez à propos de l'identité foncière du sectaire et du démagogue, la secte globalisée, universelle, se paye de mots, élève les mots en abstraction vengeresse pour obstruer le ciel. Jadis Dieu était le Verbe, désormais les mots sont divinisés, on sacrifie et se sacrifie pour eux, on cède à leur force d'expropriation. C'est avec des mots que l'on nous chasse et que l'on nous tue. Nous étions là, entre la courbe du ciel et celle de la terre, entre l'angélus et les rumeurs du vent, entre le fleurissement de la terre et celui des idées, dans la haute et profonde légitimité du silence, dans un vaste assentiment aux êtres et aux choses, dans la louange et la gratitude, et voici que nous sommes dans le nulle part, expropriés et contraints à guerroyer avec des armes qui ne sont point les nôtres. Il n'y a plus que des mots pour lutter contre les mots idolâtrés, à la façon dont Paracelse se recommande l'usage du venin. Vous nous disiez aussi tout le mal que vous pensiez de la reconstruction programmée des Tuileries, hyperbole de l'adoration moderne pour l'antiquaille, pour la manie rénovatrice, pour ce folklore inepte de salles des ventes qui ont, pour aboutissement logique, les parcs d'attractions, mieux vaudrait dire de répulsion. Ces choses dépourvues de sens, coupées, gagneraient peut-être à être ruinées par le temps qui honore autant qu'il détruit, à disparaître enfin, redevenir idées, au lieu d'être ravalées et ravalées au rang de décors pour touristes, au point que l'on en vient presque à comprendre, mais sans vraiment les croire, ces futuristes italiens qui, gorgés de cocaïne, en arpentant les riches tapis de leurs hôtels de luxe, rêvaient de nous débarrasser de ce fatras. La reconstruction est le pendant de la déconstruction, chère à la critique universitaire qui ne fut jamais rien d'autre qu'une ruse consistant à traiter les œuvres afin de n'en rien recevoir. Autrement dit, à changer l'or en plomb, dans une alchimie à rebours, l'œuvre en texte, dont on dépouille administrativement les procédés et les rhétoriques. D'où l'importance d'opposer l'œuvre au travail, l'otium à toute activité utile, c'est-à-dire asservie. Si l'œuvre est une relation avec tout ce qui est, le texte est une expérience à l'intérieur de ce qui n'est pas, du néant. À cet égard, le mérite d'Henry James est d'avoir fait, en matière de psychologie, le tour de la question, si bien qu'il rend par avance obsolètes les romans psychologiques qui lui succéderont et feront ainsi figure de trottinette après l'invention de la Bentley. Raison de plus pour se désintéresser de la psychologie.
Les hommes sont universellement mus par l'amour, le ressentiment, le désir de reconnaissance, la belle affaire. Mais seul est intéressant ce qui les différencie, ce qu'ils explorent. L'instrument importe moins que la musique. Il faudra bien un jour cesser de détailler ce qui est semblable pour s'intéresser au dissemblable, où gît le véritable secret de la ressemblance avec nous-mêmes, autrement dit avec le soi, dont parle Ramana Maharshi. Ce qui différencie les hommes, ce qui les rend aimables n'a rien d'individuel, ce sont les langues, les religions, les civilisations. L'œcuménisme est à la mode, mais c'est aux disputes théologiques que l'humanité, mais j'ose à peine employer le mot, doit d'avoir été moins bête qu'elle ne l'eût été ou qu'elle ne l'est actuellement. L'universalité métaphysique, ésotérique, ne dissout ni ne dissipe les différences exotériques, mais leur donne une signification heureuse, non sans circonscrire cette signification à un espace précis, infranchissable, sinon au péril d'outrecuidaire. C'est en ce sens que l'on peut dire que le contraire de la littérature, qui est l'ésotérique, le chemin intérieur de la littérature contient la littérature, que le cœur dans son possible est plus vaste que la périphérie, que toute intériorité est, comme le disait Novalis, extériorité véritable. Philippe Barthele, Novalis nous a rappelé que le chemin véritable conduit vers l'intérieur. C'est une évidence à la fois topologique et physiologique. Une autre de ces évidences enfantines, au sens où Novalis définissait les enfants comme des êtres antiques, où l'Antiquité est tout ce qu'il y a d'intemporel nourricier dans le temps, a été proférée quelques années plus tard par Victor Hugo dans la préface de ses Odes et Ballades. La poésie est tout ce qu'il y a d'intime dans tout. Ayant dit cela, il avait tout dit. Il ne lui restait plus qu'à épiloguer pendant 60 ans. Je hasarderais, pour user d'une opposition facile, mais tout de même significative, que la littérature est au rebours tout ce qu'il y a d'extime en tout, si l'on me passe ce latinisme en l'occurrence bien utile. La littérature caresse cette utopie délirante, tentatrice à beaucoup d'égards, d'une vérité de l'homme objective, pour reprendre un adjectif qui fit fureur au temps de la tyrannie intellectuelle du marxisme. Autrement dit, elle postule cette idée folle, et certes reposante, follement reposante, que la vérité de l'homme est extérieure à l'homme. Que si le royaume des cieux est au-dedans de vous, le royaume de la terre est au-dehors de l'homme. C'est-à-dire nulle part, comme la Pologne du père Ubu. À dire vrai, il n'y a pas de psychologie, ou plutôt la psychologie devient mensonge dès lors qu'elle s'érige en sciences séparées. Prenez par exemple les romans de Johan Borer que l'on a présentés comme le Zola norvégien. Absurdité de l'étiquette, puisqu'il est précisément tout le contraire de Zola. S'il décrit minutieusement comme lui la vie quotidienne des petites gens, il échappe absolument à tout naturalisme, il ne farde rien des étroitesses, des petitesses, des noirceurs de ceux qu'il dépeint, mais il les présente de telle façon qu'il leur confère une grandeur cosmique. Il ne connaît d'autre psychologie que celle de l'âme du monde, et tous ces pauvres airs qui ne sont chez Zola que des pantins répugnants jouaient des fantasmes et des obsessions de l'écrivain, du littérateur, acquièrent chez lui une dignité, une noblesse, c'est-à-dire une réalité non seulement littéraire, on s'en moque bien, mais une réalité humaine, une réalité tout court. On sent que Borer ne ment pas, et que Platon n'aurait pas à le mettre à la porte de sa République. Au rebours des paysans de Zola qui sont des monstres, et les doubles ténébreux de l'écrivain, ces gens de la côte sont naturellement nobles, instinctivement accordés au temps qu'il fait. Ils sont nobles parce qu'ils sont, tout simplement, et que leur être est indiscutable, comme le soleil, l'arbre, la nuit. Sans remonter en Norvège, mais c'est la France qui découvrit Borer, on pourrait dire cela aussi de Ramu. Comme par hasard, les héros de l'un comme de l'autre sont pour la plupart des taciturnes. Or la psychologie moderne parle et fait parler. Elle prétend que la vérité de l'homme est dans ce qu'il dit, toujours ce mouvement vers l'extérieur. LUCOLIVIERDALGANGE. Il est parfaitement dans l'ordre des choses que le naturalisme, en tant que mouvement littéraire, soit le plus éloigné de la nature, le plus extérieur. Comme le réalisme est éloigné de la réalité, comme la création l'est des créatifs. Éloigné, extérieur, et l'on pourrait dire hostile, comme l'individualisme de masse est hostile à cet unique intime en chacun que cherchaient Novalis et ses amis. Être libre extrêmement et sans illusion, sans idée générale sur la liberté, telle fut sans doute la belle gageure des premiers romantiques allemands, qui donnèrent de la nature une toute autre image que celle qui devait prévaloir avec les naturalistes.
image enfantine et antique, mythologique et pythagoricienne, ingénue et savante. C'est, je crois, Jean Renoir qui disait qu'il ne fallait pas filmer la vie, mais faire des films vivants, la vie n'étant jamais en face mais toujours à l'intérieur. Pour odieux que soit le culte moderne de la nature, qui aboutit à une conception zoologique de l'espèce humaine, qui se voue à une conception non plus naturante, ni même naturée, mais représentée, tel un ombre parmi les ombres mouvantes au fond de notre caverne technologique, et pour aimable que soit, par contraste, l'artifice des jardins à la française et de la bonne éducation, il n'en demeure pas moins que l'écrivain qui ne s'illusionne pas sur la réalité de l'extime, si épris qu'il soit du baroque ou du trompe-l'œil, et aussi vildien ou nabokovien qu'il se veuille, demeure par la qualité et l'orientation de son attention non moins que par ce qui l'anime, en étroite relation avec la nature, avec les mystères et les fastes légendaires de la nature. Je repense à ce que vous nous disiez, à propos de Cocteau et de ce fond de chasse sauvage qui frémit dans la France classique, cette proximité avec ce qui brille et ce qui brûle. Là encore la beauté et la plénitude sont données de surcroît, la nature étant offerte à l'art et l'art à la nature, comme dans l'entrelac des figures scythes ou persanes. De même, le Bernin se comble d'artifices, rejoint par ses excès mêmes, les efflorescences surabondantes de la nature. La métaphore, qui stylise ce que les critiques nomment souvent péjorativement l'écriture artiste, est au principe même des phénomènes naturels, où les plantes se déguisent en animaux et inversement, où les tournesols empruntent au soleil vers lequel il se tourne sa forme rayonnante. Au naturalisme de Zola s'oppose le naturalisme de Fabre et de Linné qui enchanta Junger, que l'on persiste à nous présenter comme un esthète. La nature métaphorise et se métamorphose par nature. Et elle écrit. Novalis parle de l'écriture des pierres, des branches, des feuilles, des cristaux de neige. Sitôt que l'on cesse de se laisser abuser par l'illusion de l'extériorité, écrire devient comme un prolongement du geste silencieux de la création. Nous lisons, nous déchiffrons le nuage et la pierre. En écrivant, nous continuons la lecture du monde à partir de son âme. Nous inventons des dieux qui sont les métaphores d'une réalité qui est en même temps intérieure et extérieure. Nous suivons le bon vouloir du dieu tisserand qui entrecroise le fil de trame et le fil rapporté. De tous les objets qui sortent des mains humaines, les livres sont les plus proches de la nature avec leurs feuilles et leurs signes, leur mémoire inscrite, feuilletée, leur temporalité devenue concrète. Nous écrivons dans le temps qui passe et parfois pour passer le temps, et ce temps demeure comme dans la nature en traces visibles et plus ou moins déchiffrables. L'art de l'écrivain entre alors en concordance avec la botanique, la géologie. Les arbres tombent en poussière ou se pétrifient, sont dévorés par les termites ou deviennent des livres. En écrivant nous perpétuons la nature, mais encore faut-il être assez naturellement métaphysicien, c'est-à-dire orienté, comme la chenille l'est par son devenir papillon pour reprendre une métaphore de Rozanoff, vers cet autre monde qui n'est pas séparé de ce monde-ci mais distinct, mais relié par des gradations infinies. Le suprasensible n'est jamais que la plus haute branche du sensible. Dès lors que l'âme du monde les unit, comme le sel des alchimistes unit le soufre et le mercure, le sensible et l'intelligible cessent d'être ces mondes séparés, hostiles. Le surnaturel est naturellement le cœur de la nature, la métaphysique couronne la physique. Ce qui apparaît d'évidence dans la littérature antique ou médiévale. La psychologie moderne feint d'oublier tout ce qui nous apparente au monde. Elle feint de croire, ou croit ce qui est pire, que nous pouvons être un objet d'étude. Moralement, cela ne vaut pas mieux que la vivisection ou les expériences des médecins fous dans les camps de concentration. Quiconque vous aborde en psychologue est un ennemi, et l'on peut être aussi à soi-même son pire ennemi. La psychologie en littérature, c'est une façon de se voir déjà mort, mais sans renaissance immortalisante. Le dard du scorpion se retourne contre lui-même. L'écriture, disait Cocteau, est du dessin dénoué et renoué. Ainsi l'écriture peut délier, elle peut être aussi le collet qui nous étrangle. Si elle nous délie, elle délie notre âme de la croyance absurde de n'être pas un éclat, aussi insaisissable que la lumière qui bouge entre les feuillages, de l'âme du monde. Philippe Barthle, vos remarques me rappellent la sinistre définition de Bichat, sur quoi repose toute la médecine moderne. La vie est l'ensemble des forces qui résistent à la mort. Aveu terrible, c'est la mort qui définit la vie qui est première et dernière, et la vie n'est que ce qui lui oppose une résistance par nature provisoire. Le provisoirement vivant est du mort par destination,
du mort anticipé. Et d'ailleurs l'examen médical par excellence n'est-il pas l'autopsie? Quand Léon Daudet, qui savait de quoi il retournait pour avoir étudié lui-même la médecine, appelait les médecins des morticoles, la vérité qu'il énonce en un mot va bien au-delà de la simple satire. La mort de l'homme est sans doute le vrai nom de l'objectivité dont la science moderne s'est fait un palladium, et après elle, les idéologies qui se donnaient pour des sciences comme le marxisme. Les fameuses questions que pose Kant, que puis-je connaître? Que dois-je faire? Que m'est-il permis d'espérer? C'est par un coup de force à la fois métaphysique et grammatical qu'il en fait les annonciatrices de sa question fondamentale, qu'est-ce que l'homme? Où tout à coup il passe de la première à la troisième personne du singulier, comme si cette substitution de personne était légitime, comme si elle était même possible. Cette simple petite question qui semble si pédagogique, pour tout dire si ennuyeusement anodine, en vérité ouvre la boîte de Pandore des temps modernes. Elle résonne comme un écho inversé sur le mode interrogatif, ironique, mais d'une ironie archangélique, plus luciférienne que kantienne, de la réponse, de la seule définition qui tienne et qui a été donnée une fois pour toutes et pour tous les temps par le dernier prophète du Christ, le procurateur Pilate. Ecce homo, voici l'homme. L'homme, la seule fois d'ailleurs où la majuscule est admissible, est devenu depuis le jour de sa passion l'un des noms du Christ. C'est Dieu lui-même et lui seul qui se charge de la définition de l'homme. Chercher l'homme en dehors de lui, c'est-à-dire en lui tournant le dos par présupposé de méthode, c'est ouvrir la porte au néant. Le fameux humanisme des Lumières aboutit à toutes les atrocités possibles dont les 2 derniers siècles ont été saturés. Maurice Clavel avait très bien vu que le prétendu pouvoir de l'homme que l'on exalte se révèle très vite et fatalement pouvoir de l'homme sur l'homme. L'homme définissable, l'homme objectif, c'est l'homme mort, le cadavre posé sur le marbre devant le docteur Tulpe qui le lacère pour les besoins de sa leçon d'anatomie. Encore une fois, curieuse perspective méthodologique. L'anatomie du vivant s'apprend par la dissection des cadavres. Je songe encore à cet adage de l'ancien droit qui pour la science moderne doit s'entendre à la lettre. Le mort saisit le vif. L'automne où nous entrons est singulièrement triste et gris. On a justement l'impression que c'est l'âme du monde qui est souffrante, décolorée, atteinte de 1000 façons invisibles et que tous, sans le comprendre le plus souvent, nous en souffrons. Saison mentale, ou apollinaire. Pour le pire, comme si le ciel des météores devenait fou à proportion de la folie intime que l'on veut à toute force nous imposer. Permettez-moi de revenir à cette remarque capitale que vous venez de faire. Sur le suprasensible qui est la plus haute branche du sensible. Il me souvient des diatribes de Zarathustra contre les prédicateurs d'arrière-monde, diatribes au reste plus anti-protestantes que véritablement anti-chrétiennes, et à mon étonnement d'adolescent encore tout imbibé de nietzschéisme, découvrant dans la somme contre les gentils l'affirmation de cette tranquille évidence, praeter un mundum non et aliud, au-delà de ce monde il n'y en a pas d'autre. Voilà par la plume du docteur Angélique, la simple et véritable doctrine de l'Église. Le grand secret de toute poésie, qui peut enivrer les poètes jusqu'à l'enthousiasme, à la possession par un Dieu, lequel ne va pas sans un péril immense, et toute la poésie des temps modernes en est le martyrologue. Le grand secret de toute poésie, retrouvé aussi bien par Novalis que par Hölderlin, comme s'il appartenait à l'Allemagne de nous sauver de la littérature, avant d'ailleurs de nous perdre avec la philosophie. Ce grand secret qui a l'enfantine simplicité de l'évidence, c'est que l'autre monde et ce monde-ci ne sont qu'un relié par les gradations infinies qu'évoque Edgar Poe dans son colloque de Mono et Una, c'est l'échelle de Jacob, ou encore l'arc-en-ciel, arche d'alliance ou écharpe d'iris, la messagère des dieux. C'est l'intuition cardinale de Baudelaire, les correspondances, clés de la réalité qui fondent aussi bien la lecture, avec ses différents degrés d'intellection tels qu'on l'a pratiquée au Moyen-Âge, que la science héraldique. Chaque chose est au-delà de soi, le signe est la figure de quelque chose d'un autre ordre, et c'est cette annonciation d'un autre ordre, d'un plus haut sens, qui donne à chaque chose l'essentiel de sa réalité, sans quoi les choses, comme dirait Rostand, ne seraient que ce qu'elles sont, ne seraient plus que leur écorce, leur abstraction, leur prose, ce qui est précisément le cas des choses modernes, lesquelles, comme par hasard, ne peuvent trouver place dans le blason. L'annonciation d'un autre ordre, c'est tout bonnement la définition du symbole, et pour bien comprendre l'enjeu, comme diraient nos contemporains, de cette question, il faut redire cette définition en quelque sorte physiologique de Léon Bloy que c'est dans l'exacte mesure où un être est symbolique qu'il est vivant. Sur la plus haute branche, un rossignol chantait. Lucolivier d'Algange,
si nous perdons l'âme du monde, ou plus exactement si l'âme du monde est perdue pour nous. Aurélia était perdue pour moi, écrit Gérard de Nerval, nous perdons en même temps notre âme et le monde. Un monde sans âme, définition la plus laconique et peut-être la plus juste du monde moderne, est un monde qui n'est pas. Si l'âme du monde est perdue pour nous, nous perdons tout. Le sensible et l'intelligible, le royaume de la nature et le royaume plus vaste de Dieu, ce qui nous distingue et ce qui nous unit, l'immobilité et le mouvement. Évoquant l'âme du monde, Platon parle d'une sorte de substance intermédiaire comprenant la nature du même et celle de l'autre, et dépasse ainsi ce que nous percevons ordinairement des Éléates et des Héracléitéens. En perdant l'âme du monde, nous perdons à la fois l'être et le devenir. Ceux qui veulent, nietzschéens improviser tel M. Onfray, renverser le platonisme, non sans prétendre se mesurer avec saint Thomas d'Aquin, ne renversent que leur propre construction et semblent avoir oublié de lire Platon. S'il n'y a qu'immobilité, écrit Platon, il n'y a d'intellect nulle part, en aucun sujet, pour aucun sujet. Par contre, si nous acceptons de mettre en tout la translation et le mouvement, ce sera encore pour supprimer ce même intellect au rang des êtres. L'âme, ce qui anime, est ce mouvement qui sans cesse renouvelle la parenté du même et de l'autre, de l'être et du devenir. La déconstruction de l'âme du monde coïncide avec le triomphe de l'explication mécaniste, elle-même principe de l'homme-machine, désacralisée et démystifiée, dont tous les actes se trouvent alors explicables par la sociologie, la biochimie ou la génétique. Le sens commun le plus élémentaire, l'enfantine simplicité de l'évidence, nous instruit déjà de la différence entre l'animé et l'inanimé, différence qui n'a peut-être jamais été aussi perceptible qu'aujourd'hui, car si pour Hugo tout a une âme, si pour Nerval, un pur esprit s'accroît sous l'écorce des pierres, en revanche, entre l'homme et le robot demeure cette distinction décisive, métaphysique, que le monde moderne tente à abolir et qu'il nous révèle précisément en voulant l'abolir. Ces hybridations cauchemardesques que les tribus labonomées modernes expérimentent par les nanotechnologies, entre la cybernétique et la vie, confirment aussi cet autre trait de génie de Platon qui affirme contre Parménide qu'il y a bien un être du non-être. Or nous y voici, l'homme-machine dans un monde-machine, ce qui prouve assez que tout ce que l'homme conçoit il le réalise fût-ce à l'intérieur de l'être du non-être. Monsieur de la Métrie voyait l'homme comme une machine, prédisposant ainsi la machine à se substituer à l'homme. Il ne restait plus à Mary Shelley, doué d'une belle intuition, qu'à décrire le Prométhée moderne sous les aspects du docteur Frankenstein, qui est le véritable mythe de notre temps, son idéal, son aspiration fondamentale à fabriquer de la vie avec de la mort, c'est-à-dire à inventer une vie morte, atroce caricature de la Renaissance immortalisante. À tant vouloir se libérer de Platon et de la théologie médiévale, les modernes ne semblent plus disposer des instruments intellectuels qui leur permettraient de comprendre ce qu'il en est du non-être, où il s'agite et ses vertus, si bien que les uns demeurent parménidiens, mais de caricature il va sans dire, enfermés qu'ils sont dans leur identité, et que d'autres, les festifs dont se moque Philippe Muret, se veulent héracléitéens, dans un individualisme de masse, un relativisme dogmatique, rien est vrai, tout est relatif, qui tendent au pire grégarisme. Les réactionnaires et les post-modernes s'opposent dans un théâtre où le divin brille par son absence. Mais qu'en est-il de ce qui brille dans l'absence ? On en vient à croire que ceux qui nous annoncent la fin du monde sont d'incurables optimistes. La fin du monde, et non seulement la fin d'un monde, est derrière nous. Nous n'existons plus que dans la rémanence de ce qui fut, et celle-ci commence à s'évaporer. Derrière ces décors, ces silhouettes, ces fantômes scintille le beau néant, l'éblouissement de la fin qui annule tout commencement. Le monde s'est entièrement dédié, et se dédire est défaire, défaite et défection. Nous sommes vaincus, les fils ne tiennent plus à la trame mais virevoltent au hasard. Cette fin du monde au demeurant n'est pas un mal. La conséquence du mal échappe au mal. Ce monde, emprisonné à l'intérieur de l'être du non-être, n'est qu'un immense faire-semblant inconscient, pas même une supercherie ou une usurpation, un théâtre d'ombre. Cette fin du monde, on pourrait presque la dater, si donner une date à l'intérieur d'un temps aboli pouvait avoir un sens. Il y eut bien ce moment où le monde existait encore dans une haute dimension tragique, et ce moment où il n'existe plus. Notre cas de figure est des plus étranges, car presque tous nos contemporains sont nés dans ce monde qui n'existait plus, autrement dit dans le néant, qui est, pour citer une de vos expressions, la parodie du vide, lequel est un autre nom de Dieu.
Philippe Barthele. L'optimisme que vous nous offrez, le seul recevable qui est ontologique, Deo optimo maximo. Et comment l'essence du bien pourrait-elle être autre chose que le meilleur? Tient tout dans votre remarque capitale. La conséquence du mal échappe au mal. Autrement dit, le prince de ce monde, qui comme tout prince appelle un surnom, pourrait être surnommé l'inconséquent. Définition là encore purement ontologique. Dieu nous garde de conjecturer sur la psychologie satanique. Il est fatalement inconséquent par définition même, et cette impuissance finale l'enrage. D'où tant de proverbes, le diable porte pierre, et de contes où le diable se révèle bien contre son gré, l'ouvrier et l'auxiliaire de Dieu. Tribula Bonomet, disciple rationaliste et français du Dr Frankenstein, siège aujourd'hui en tant que sage, dans les divers comités d'éthique qui ont remplacé sur le mode collectif nos anciens directeurs de conscience. C'est un lointain neveu du Dr Faust, dont, faut-il le dire, les exaltations et rêveries préscientifiques l'impatientent un peu. Son postulat, qu'il a fait passer pour une évidence, laquelle est aujourd'hui la mieux reçue, aussi bien dans les académies que dans les magazines, est que le vivant n'est que l'étape préparatoire au technologique, qu'il n'existe qu'en fonction des prothèses dont on le perfectionnera pour donner enfin naissance au véritable homme-machine, selon une assomption mécanique de l'humain dont n'aurait osé rêver Monsieur de la Métrie. L'homme biologique n'est que le brouillon de cette merveille déjà dans les cornues. Il s'agit bien de fabriquer de la vie avec de la mort, comme vous le dites, ce qui nous ramène curieusement à la définition de Bichat, la vie comme mort anticipée, la vie étalonnée à la mort. Philippe Muret nous rappellerait peut-être que Bichat et Frankenstein étaient condisciples à la faculté. Des générations d'apprentis bacheliers ont annonné comme une évidence, encore une, comme un requisite de la démarche scientifique, c'est-à-dire comme une condition du progrès, l'allégation de Max Weber sur la science moderne qui doit désenchanter le monde. On n'a pas pris garde que ce parti pris de désenchantement n'était rien d'autre que la négation, en pensée et en acte, de l'âme du monde. Autrement dit un suicide, ce que les plus lucides parmi les écologistes commencent à entreapercevoir. Le 4 juillet dernier, jour comme on sait de leur fête nationale, les Américains ont percuté une comète avec un de leurs engins. On en a énormément parlé, pour s'en réjouir presque toujours. Voilà un bon indice pour mesurer le degré d'irréalité où nous sommes parvenus. Combien d'hommes ont ressenti cette prétendue prouesse technologique pour ce qu'elle était? Un attentat misérable, non tant contre le cosmos que contre l'intelligence du cosmos, un enfantillage odieux et la preuve la plus atterrante de notre aveuglement et de notre débilité? Et combien, parmi ceux qui l'auront ressenti, auront eu le courage de le dire, sauf à passer pour d'aimables excentriques? LUCOLIVIERDALGANGE. Enfantillage odieux. L'expression recouvre parfaitement tout ce que le monde moderne tient pour important et pour sérieux, tout ce qui exalte son lyrisme et son ingéniosité. Parmi ces enfantillages, l'un des plus récents a été de fabriquer un robot sur le modèle du cafard. L'article de Science et Vie qui relate cette glorieuse incongruité précise que ce cafard robot possède, je cite, la faculté d'interagir avec les cafards vivants et même de devenir leur leader. Nous ne nous offusquerons pas pour cette fois de l'anglicisme. Le génie de Villiers de l'Isle-Adam est d'avoir pressenti par d'infimes détails, non seulement la logique moderne, mais encore son style, sa bouffonnerie sinistre, son mélange de comique accablant et d'horreur latérale. Ce robot cafard est en soi, une métaphore admirable de notre temps. Il me fait penser à cette autre invention bonomesque. Le poulet génétiquement modifié pour être sans plume et nous épargner par conséquent l'effort d'avoir à le plumer. On songe bien sûr aux bipèdes sans plume des philosophes, et à l'avenir possible d'un humanisme au service d'une humanité déjà plumée. Ce que René Guénon, en métaphysicien, nomma le règne de la quantité, nous pourrons en poète, le nommer le règne du cafard robot et du poulet sans plume. Notre avenir est bien tracé dans le néant, à moins de partager l'optimisme des punks qui vociféraient des nos futurs sur leurs comptines électrifiées. Tout y conjure. Nous serons dirigés par un cafard géant, maître d'une armée de cafards contrôlant et surveillant tout, le propre du cafard étant de cafarder. Le plus terrible, comme vous le remarquez, n'est pas la chose en soi mais l'inconsciente inconséquence avec laquelle elle est accueillie. Tout se passe comme si de rien n'était, par inadvertance comme dans un mauvais rêve. L'ouvrier de l'homme-machine est le trafiquant d'organes.
On ne fabrique de la vie avec de la mort que parce que l'on sait fabriquer de la mort avec de la vie de façon industrielle. La modernité activiste débute avec les tanneries de peaux de Vendéens sous la Révolution française, et ne laissa point de décennie en décennie, d'être plus abominablement inventive. Et il reste des modernes pour tenter de nous effrayer, avec le Moyen-Âge. Vous avez remarqué l'insistance des ordinateurs à nous souhaiter la bienvenue. Il y a quelque chose d'effrayant dans la politesse des machines, surtout en des temps où les humains rivalisent entre eux en goujaterie. Bienvenue donc, dans ce monde qui bouge, qui évolue, qui se modifie sans entrave. Donc le contraire de la littérature, comme un appel à un contre-monde à ce monde. Un contre-monde non comme une batterie d'artillerie face à une autre, mais comme l'ombre bleue des amandiers, dont parlait André Suarez, cette ombre bleue qui nous éveille du mauvais rêve en tombant par les interstices de la terre dans la crypte du temple détruit. Le contre cesserait ainsi de sembler en appeler à je ne sais quelle veine dialectique, mais indiquerait un retrait, un recours au logo intérieur, une architecture souterraine alors qu'en surface il n'y a plus rien. Comment dédire ce qui déjà s'est dédit? Comment défaire la défaite? L'ontologie de ce contraire de la littérature expérimenterait ainsi par son retrait, ce que Heidegger nommait l'expulsion répulsante du néant. Elle redonnerait à ce qui n'est pas l'éclat aveuglant de ce qui n'est pas, et à ce qui est la ténèbre douce où pointe l'étincelle incréée, le iota de lumière qui demeure en nous alors que nous n'existons plus. Philippe Barthele, ce cafard robot mérite d'être notre totem. Je songeais d'ailleurs, en feuilletant les grands écrivains qu'on propose maintenant à notre admiration, que nous étions passés de la littérature pour mulots, celle que Dominique Deroux trouvait chez Maurice Genevoix, à la littérature pour cafards, ne manquait pour être très exact que la touche technocybernétique que vous ajoutez. Cafard robot, donc. Prouesse et enseigne des fameuses nanotechnologies, dont on n'attend rien de moins que le salut solitaire du nouvel homme. Nanotechnologie qu'il faut sans doute entendre avec la ferresse de l'eau initiale comme un perfectionnement de l'onanisme. Sous le totem de l'insecte, le cafard est à la fois celui qui rapporte, qui dénonce, qui cafarde, celui qui prend les apparences de la religion pour mieux duper ses victimes, et enfin, le climat psychologique d'affaissement, de lâcheté, de veulerie qui est la forme ordinaire de la déprime, dont nos contemporains ne sortent pas, et peut-être dont ils ne veulent pas sortir. Selon les grimoires, le mot vient de l'arabe kafir, traître à la vraie foi, lui-même emprunté à l'hébreu kafar, renier. Les kafards ou kafres sont les infidèles. Comme les mots disent tout, si l'on prend la peine de les écouter, on notera que dans l'ancienne langue, cafarder se disait pour parler beaucoup, et à tort et à travers. Assez bonne définition de la littérature parvenue à son stade terminal. LUCOLIVIERDALGANGE l'enfant qui pleure dans les ruines est l'âme qui nous sauve. Celle qui nous appelle à la sauver est notre salut, notre âme. Cette âme est séparée de nous par des éons, par des siècles de siècles, par la nuit des temps, par des déluges infinis. Et cependant cette horde atteinte scintille dans la proximité extrême, sur le duvet d'une feuille ou dans l'onde lumineuse d'une pupille, cette ténèbre voyante. La crypte du temple détruit est partout où la prière se recueille pour se déployer, et à chaque instant. Telle est la sapience qui affleure, la sagesse à fleur de peau, non l'abstraction, mais la sainteté qui possède le don d'ubiquité, à la fois absente et présente, cachée et révélée, qui, selon la formule d'Héraclite, nous fait signe. Je repense souvent à ce qu'écrivait Léon Bloy, lui aussi en révolte contre les binaires. Le temps n'existant pas pour Dieu, l'inexplicable victoire de la Marne a pu être décidée par la prière très humble d'une petite fille qui ne naîtra pas avant 2 siècles. On peut ainsi espérer qu'une prière viendra pour nous aussi, dans 2 siècles ou dans 2 millénaires. On peut croire que cette prière déjà nous sauve, que sans elle nous serions réduits au silence. Mestre nous apprend que l'injustice n'est jamais que provisoire et ne se perpétue que par notre ignorance. Il n'est point question ici de bons sentiments, mais seulement de bonne foi et de réalité. L'injustice est impossible. Le répond surgit là où notre intelligence seule ne peut l'attendre. En témoigne l'œuvre et le destin impondérable de sœur Yvonne Aimée de Malestroit, si haute dans la douceur de son sacrifice que l'espace et le temps furent pour elle, et par elle, et pour de nobles causes, frappés d'inconsistance. C'est ne rien comprendre au sens des mots que de ne pas voir que la nature n'est qu'une dimension de la surnature, de même que l'espace et le temps ne sont que des éléments de la grammaire de Dieu, que Dieu peut joindre et disjoindre à sa guise.
Il est à craindre que ces dernières décennies ne furent pas sans contribuer grandement à nous faire oublier que le christianisme n'est pas seulement une morale vaguement conviviale ou humaniste, mais aussi, mais surtout, une métaphysique et une poétique. Les gnosimaques modernes ne haïssent tant ce qu'ils nomment la gnose, où ils confondent tout et son contraire Marcion, le New Age, René Guénon et Henri Montaigu, que parce qu'ils ont abandonné la sapience chrétienne au milieu des ruines, et leur haine n'est autre que le masque de leur mauvaise conscience à l'égard de cette sapience, de cette âme enfantine perdue et délaissée. Si pour Umberto Eco la gnose est, je cite, le fascisme éternel, si pour les nostalgiques du maréchal Pétain elle est une variation du complot judéo-maçonnique, non certes la parole de Marcion, qui tente vainement d'arracher le Christ à la royauté davidique, ou celle des puritains de toute obédience qui méprisent l'héritage grec, mais bien la parole perdue car elle est perdue hélas, de saint Augustin, de Jean Scott Érigène, de saint Bernard de Clairvaux, duc de Saint-Victor, de Jean de Salisbury, d'Angèle de Foligno ou de Maître Eckhart. La véritable gnose n'est pas outrecuidance, mais humilité. Ce n'est pas le savoir péremptoire du chrétien qui parle en tant que chrétien, du chrétien soucieux de sa spécificité chrétienne, mais l'humble sapience du bien et du vrai qui, je cite Scott Érigène, surpasse la perception de tout esprit et de toute raison. Les moralisateurs modernes, eux, rivalisent à parler de l'autre. C'est à qui sera le plus fort dans le respect de l'autre. Concours d'haltérophiles. Mais qu'en est-il de leur propre cœur? Qu'est-ce que le respect de l'autre sans la connaissance qui nous rend identiques à lui, sans l'amour qui de cet autre fait un même? Ce respect est une grimaçante caricature d'amour à quoi il faut opposer non une contre-caricature comme le font certains intégristes perdus en des combats subalternes, mais le contraire d'une caricature. Ce contraire-là donne tout son poids, toute sa vérité à la voix seule et même esselée. Les évangiles sont le récit d'une révolte contre l'esprit grégaire. Quel est le sens de la passion du Christ si une seule voix ne peut contredire toutes les voix et tous les silences? Philippe Barthele. Le point commun de la droite et de la gauche intellectuelle, c'est cette complicité objective et à beaucoup d'égards spéculative, au sens étymologique. C'est un double miroir, et l'une renvoie à l'autre sans fin, puisque chacune ne se justifie que par son opposition à son opposé. Cette complicité de fait est beaucoup plus importante que leur très contingente divergence d'opinion. Elles s'entendent sur le fond pour exclure et puis décréter d'inexistence tout ce qui ne se passe pas entre elles. Le théâtre de leur mascarade est le théâtre du monde, c'est même le monde tout court, rien n'existe en dehors du champ clos de leur parade d'affrontement. Il suffit de voir avec quelle unanimité instinctive la droite et la gauche se retrouvent pour condamner par exemple la gnose. Il me souvient à ce propos d'un livre d'entretien avec divers auteurs catholiques, venant de tous les points de l'éventail, de la gauche la plus conciliaire à la droite la plus intégriste. Tout en apparence les opposait, sauf un point sur lequel ils se retrouvaient tacitement comme un seul homme. La dénonciation de l'entreprise gnostique de René Guénon. Guénon est à cet égard une pierre de touche merveilleuse qui, en abolissant les fausses querelles et les débats en trompe-l'œil, nous fait gagner beaucoup de temps. Si je puis ajouter mon expérience toute chaude, un journal catholique m'a censuré au motif que je voulais parler des saints de l'islam d'Émile Dermengem. J'aurais dû savoir qu'il n'y a pas de saints en dehors de l'Église et que l'islam est la cité du diable. On pense avec soulagement au vers de Peggy. Moi qui ne suis pas un saint, dit Dieu. Quant au respect de l'autre, qui pour nos grandes consciences est le dernier mot de la morale sociale, il n'éveille en moi qu'un souvenir, plutôt fâcheux. L'autre, pour les auteurs ascétiques de jadis, c'était le nom de l'adversaire, celui qu'on ne voulait pas nommer. Nos grandes consciences ne croient donc pas si bien dire. Le langage est toujours étymologique. Il dit toujours la vérité, même à notre insu, surtout peut-être à notre insu. Nos moindres paroles sont des aveux,
des paroles manquées, l'équivalent des actes manqués, c'est-à-dire comme on sait, parfaitement réussi du Dr Freud. LUCOLIVIER-DALGANGE, le comique, de répétition, est à l'œuvre dans les débats entre la droite et la gauche. On songe aux petits boutistes, et aux gros boutistes des voyages de Gulliver, qui disputaient de la façon d'attaquer l'œuf à la coque. Faut-il diminuer le chômage pour augmenter la consommation, ou augmenter la consommation pour diminuer le chômage? Le dilemme est peu cornélien, et possède la tristesse qui caractérise le fond du comique. Il faut croire que la folie d'Artaud se confond avec la plus brûlante lucidité, lorsqu'il nous parle d'envoûtement. Comment expliquer sinon que cette merveilleuse disposition de la rencontre du monde avec l'entendement humain, avec ses preuves innombrables et étincelantes d'amour humain et divin, soit réduite à ces tristes mascarades? Qu'en est-il de ce monde de forêts, de sources, de cathédrales, ce monde où la beauté s'enchevêtre à la beauté sur la terre et dans le ciel? Notre monde, divisé en une droite et une gauche, qui n'ont plus rien à voir avec les colonnes de rigueur et de clémence de l'arbre séphirotique, apparaît de plus en plus comme un traquenard. Et la droite et la gauche sont également à droite, en usant de leurs extrêmes réciproques comme repoussoirs, à s'associer en une tenaille propre à broyer toute pensée. Toute pensée débute là où les opinions se déprennent. Mais elles s'accrochent comme des pièges à loups. Sioran, dans cette préface fameuse où il passe à côté de Joseph de Maistre, veut nous donner un plaidoyer pour l'hérésie. Mais c'est faute d'avoir compris la nuance mestrienne dont procède notre entretien. Or j'y reviens, cette nuance, jugée spécieuse par certains, est avant tout logique. Non une révolution contraire, mais le contraire d'une révolution. Si donc, dans cette proposition on substitue le mot négation, ou le mot caricature, au mot révolution, la logique de la phrase de Maistre éclaire la notion même d'hérésie. À la négation s'oppose non une négation contraire mais le contraire d'une négation, autrement dit une affirmation. De même nous faut-il opposer à la caricature du religieux non une caricature contraire, comme le fait par exemple Michel Onfray, mais le contraire d'une caricature. L'hérésie est moins une déviance qu'une caricature. Les gnosimaques, littéralement les ennemis de toute connaissance, sont hérétiques en ce qu'ils caricaturent, dans un ordre inférieur, la nature inconnaissable de la vérité. Ils ne consentent pas à la docte ignorance. Ils déclarent d'emblée ne pas vouloir savoir. On pourrait ainsi dire, non sans pertinence étymologique, que les gnosimaques sont des agnostiques péremptoires. L'hérésie gnosimaque, l'exotérisme dominateur, pour reprendre la formule de Jean Tourniac, suppose un asservissement de la métaphysique, une instrumentalisation de la théologie, une subjugation de l'autorité par le pouvoir qui veut interdire l'accès à la perspective intérieure, ésotérique, bâtinienne. Le combat n'est pas d'aujourd'hui. Les hérétiques dominants imposent leur hérésie en se prévalant du nombre, de la quantité, de la force brute. De même, les spiritualistes New Age veulent faire servir leur spiritualité au mieux-être de la société ou de l'individu, comme si l'esprit devait être à notre service et non le contraire. Lorsque la métaphysique n'est plus que la valeur ajoutée, la plus-value de l'économie générale du monde, elle n'est plus rien. Les modernes sont perpétuellement à la recherche de recettes pour mieux fonctionner, comme ils disent. Mais c'est la navigation qui est nécessaire, et non la vie, comme semble répondre le proverbe latin. Nous ne naviguons pas pour mieux vivre, mais nous vivons pour naviguer. La sainteté est universelle ou elle n'est pas. Ne la concevoir que reliée à une appartenance spécifiante, c'est précisément nier sa catholicité, au sens premier d'universalité. Les saints de l'islam, qui furent grandement persécutés par leurs gnosimaniaques, témoignèrent, en toute connaissance de cause, de la sainteté universelle qui sait distinguer l'eau de l'aiguière, pour reprendre la métaphore de Rumi. Ne confondons pas la transparence de l'eau avec la couleur du flacon. On se souviendra aussi d'Héraclite parlant du feu mêlé d'aromates. C'est toujours le même feu qui seul importe. Philippe Barthele, qu'est-ce qu'un auteur? Je songe à ce que disait un de nos amis perdus. Un auteur est celui qui fait des volumes. On me passera ce jeu de mots fondé non seulement en raison, mais j'oserais le dire en grâce. Après tout, ou plutôt avant tout, Dieu lui-même nous a montré l'exemple de ces calembours qui ne sont en réalité que le déguisement de vérité profonde, que l'on songe au suprême, tu es Pierre. L'auteur est voué par nature aux trois dimensions créées, et surtout à la plus mystérieuse, telle que saint Paul la spécifie, la profondeur.
C'est précisément la profondeur qui distingue le volume du plan. Dans sa vie de Proudhon, Daniel Halévy rapporte une conversation qu'il avait eue à la fin du XIXe siècle avec un ébéniste du faubourg Saint-Antoine. Il lui demandait pourquoi eux, les ébénistes, étaient anarchistes quand les tailleurs du faubourg Saint-Marcel étaient communistes. L'ébéniste lui répondit : « À cause du volume, les tailleurs travaillent dans le plan qui n'a que 2 dimensions alors que nous autres travaillons dans les 3 dimensions, ce qui change tout. » Ce qui change tout en effet. On notera en passant que le plan surface plane appelle le plan programme économique ou politique. C'est la même logique géométrique, les planificateurs sont des tailleurs. On retrouve ici l'exotérisme dominateur, dont vous rappeliez les ravages en tout domaine. Les tailleurs ont pour patron Procuste. L'exotérisme est en définitive une illusion d'optique. Et quand on y songe, la littérature aussi. Car enfin, une grande œuvre est un accès immédiat à, je ne sais comment dire, à une certaine dimension originelle qui s'impose comme une évidence. C'est d'ailleurs le seul sens précis de génie dont la littérature abuse tant. Le génie est le sens de l'origine, l'évidence de son immédiateté. La caractéristique du génie est d'annuler a priori les scoliastes. À quelqu'un qui lui demandait un jour je ne sais quelle annotation qui renouvellerait l'œuvre de Simone Weil, Gustave Thibon avait répondu : « Depuis quand faut-il rafraîchir les sources ? Donc une grande œuvre Sophocle, Dante, Shakespeare est une porte. On ne voit pas pourquoi il faudrait afficher dessus : ceci est une porte. Comme disait Peggy qui à un examen avait dû expliquer Molière, et qui était resté sec, c'est l'explication qu'il faudrait expliquer. La porte donc, me hante je ne sais pourquoi ce vers de Simone Weil puisque nous parlions d'elle. Ouvrez-nous donc la porte et nous verrons les vergers. Toute grande œuvre est une porte, Don Quichotte, Moby Dick, elle nous ouvre les vergers. Arrivent un jour les spécialistes des portes. Ils ne s'intéressent pas aux vergers, au début par politesse, puis très vite ils mettent en doute leur accessibilité puis leur existence. En revanche, ils n'en finissent pas de mesurer les portes sous toutes les coutures, de les comparer entre elles, etc. Ils pensent ou feignent de penser, pensent-ils encore, que les portes servent à cela, et ils appellent littérature, la connaissance précise, documentée de toutes les portes qu'ils recensent. Vous me pardonnerez cet apologue un peu grossier, mais il n'est tout de même pas très loin de la définition quasi-canonique que donne de la littérature l'excellent Marmontel. La littérature est la connaissance des belles lettres. Lorsqu'aidé de ses lumières, l'homme qui cultive les lettres a acquis la connaissance des grands modèles en poésie, en éloquence, en histoire, en philosophie morale et politique, soit des siècles passés, soit des temps plus modernes, il est profond littérateur. Sans doute Marmontel prend-il soin de distinguer le littérateur de l'érudit. Il ne sait pas ce que les scoliastes ont dit d'Homère, mais il sait ce qu'a dit Homère. Sur le fond et à plus de 2 siècles de distance, cette définition originelle date des éléments de littérature de 1787, où Marmontel reprend l'essentiel de ses articles pour l'encyclopédie. Sur le fond, disais-je, il n'est pas sûr qu'il y ait aujourd'hui grand-chose à distinguer. Il ne s'agit pas de préférer la connaissance des grandes œuvres à celle de leurs scoliastes, il s'agit de constater que l'on ramène tout à la même aune esthétique, dans le meilleur des cas avec plus ou moins de science. Une grande œuvre est un véhicule, au sens à la fois religieux et mécanique. Un véhicule est ce qui permet un transport, c'est sa raison d'être. Pour la littérature, le véhicule est un objet dont la fonction est simplement d'être là, d'être un objet d'étude. Imaginez une automobile ou un carrosse sans roues, un bateau sans rame et sans voile ou mieux, un oiseau empaillé. La littérature, j'en reviens à ma première image, ou l'étude des portes qui ne s'ouvrent pas. Puisque s'ouvrir est la dernière des choses que l'on demande à une porte, on peut même se suffire de fausses portes, de portes en trompe-l'œil, et l'on pourra même soutenir qu'elles ont plus de qualité littéraire que les portes véritables, qui n'ont d'autre raison d'être que de se faire oublier au bénéfice de ce dont elles gardent l'accès. Le souvenir des vergers, et que les portes ne sont que des portes, que diable, si je puis dire. Et ici le mot de souvenir redevient le parfait synonyme, le réminiscence. Le souvenir des vergers donc quand il vient poindre et ardre les cœurs vivants, eh bien cela donne le meilleur de la littérature qui précisément n'a rien de la littérature au sens marmontélien dégradé. Cela donne Rozanoff, ses feuilles tombées contre toutes les feuilles mortes littéraires, ou Dominique de Roux, ou qui vous voulez de lisible qui soit pour son lecteur un accès, un passage, et non une porte close ou pis une porte peinte sur un mur. La littérature ne mérite 1 heure de peine, et il en a toujours été ainsi, qu'à cause de ce qu'elle contient de véridique,
qu'à cause, si vous voulez, de ce contraire de la littérature, dont elle est l'écorce ou l'excipient. C'est exactement ce que veut dire Villiers de l'Isle-Adam quand il s'écrie « Je me fous de la littérature, je ne crois qu'à la vie éternelle ». Et bien précisément, la littérature, si elle n'est pas un moyen de vie éternelle, ce qu'elle n'est presque plus depuis qu'elle a pris conscience d'elle-même comme connaissance médiate, devient, et je pèse mes mots, un moyen de perdition. Il ne s'agit pas bien entendu de recomposer les listes de l'abbé Bethléem le si mal nommé. Là encore, contresens évident, ce n'est pas par son contenu que la littérature est pernicieuse, mais par cette perspective spirituelle qu'elle nous dérobe. Elle est intrinsèquement perverse, et dans cet ordre, Chateaubriand est peut-être bien pire que Sade. C'est quand la littérature retrouve la vie éternelle, ou plutôt le service de la vie éternelle, quand elle n'usurpe plus l'attention, c'est alors qu'elle mérite qu'on s'y attarde. Mais alors les critères qui seront les nôtres ne seront pas forcément ceux que manipulent les spécialistes des portes. C'est au nom de ce contraire de la littérature qu'Henri Montaigu soutenait que Zévaco est plus important que Proust. Ce qui brouille évidemment un peu les pistes et les habitudes des auteurs de manuels. À mesure que les choses devenaient plus littéraires, c'est-à-dire plus desséchées, plus extérieures, les clipos ou écorces mortes de la cabale qui nous étouffent, cette voie du contraire de la littérature s'offrait plus escarpée, plus âpre, plus polémique, au sens littéral de la lutte pour la vie. Et les spécialistes déportent de stigmatiser benoîtement ces affreux polémistes, qui se disqualifiaient eux-mêmes en haussant le ton. Là encore, la définition du genre, où l'on enferme celui qu'on a ainsi défini, permet de ne pas se prononcer sur le fond, démarche éminemment littéraire. Encore un mot et j'en aurai fini. Je suis terrifié par cette inondation de paroles dont je vous prie de m'excuser. Un mot de Drieux-La Rochelle. Il dit un jour que sa génération était la dernière génération littéraire, et qu'elle, songeons à tous les écrivains français nés entre 1885 et le début du siècle, entre Mauriac et Malraux. Après nous, il n'y aura plus le choix qu'entre la métaphysique et le bavardage. Nous y sommes. LUCOLIVIERDALGANGE. La métaphysique et les jeux de mots sont des instruments de connaissance. Toute métaphysique tient ses pouvoirs et ses vertus éclairantes des mots et des choses qu'elle fait parler. Ce que vous dites de la porte en trompe-l'œil, qui pourrait servir de définition à la littérature bien pensante, citoyenne, plus fallacieuse sinon plus opaque que la porte simplement close du travail du texte, de ce formalisme pur qui fut à la mode vers le milieu du siècle passé, nous donne à comprendre la nature de notre post-modernité qui n'est sans doute rien d'autre qu'un peinturlurage du nihilisme. Certains eurent ainsi l'idée de repeindre en banlieue les immeubles couleur de sorbet, sans pour autant en rendre l'architecture plus rafraîchissante. Nous sommes au comble de l'opacité lorsque les apparences précisément ne sont plus des apparences, lorsqu'elles ne laissent plus rien apparaître ni transparaître. Sans doute l'ésotérisme n'est-il rien d'autre que la restitution de l'apparence à son essence, à sa liberté d'apparaître. Ce mouvement d'apparition, tout fut jadis apparition d'esprit dit Novalis, que la véritable théologie honore par l'herméneutique et dont le sens est tout entier dans le mot révélation. Ce qui me fait penser à cette trouvaille de Marcel Duchamp qui dissimule peut-être une intuition, la porte angulaire qui s'ouvre lorsqu'elle se ferme et inversement. Cette intuition serait alors alchimique, en référence au traité d'Irénée Philalèthe, l'entrée ouverte au palais fermé du roi. Il n'est pas exclu au demeurant que Duchamp s'en soit inspiré. Celui qui vise le contraire de la littérature serait ainsi celui qui franchit le pas, mais il peut aussi, et c'est la principale et peut-être la seule vertu de la polémique, claquer la porte derrière lui. Alors il disparaît. Il me semble que les auteurs que nous aimons écrivent en quelque sorte pour disparaître dans ces paysages qui apparaissent quand ils écrivent, dans ces vergers soleilleux, ou s'ils inclinent au taoïsme dans ces montagnes vides. La porte qui ne donne sur rien sinon sur elle-même est à l'image de notre temps de fausses promesses. La liberté, par exemple, n'est plus qu'un argument publicitaire pour la servilité rigoureusement planifiée. Les scoliastes des portes cultivent une ingéniosité frivole à quoi il faut opposer, selon l'étymologie que vous rappelez du mot génie, l'ingénuité profonde des vergers. L'exotérisme dominateur, le littéralisme morose au demeurant, ne sont nullement fanatiques ou médiévaux comme feignent de le croire nos journalistes. Ils sont frivoles, principalement occupés de modes vestimentaires, de foulards et d'activités sexuelles. Morale de midinette.
disait Monterland, les midinettes réduisant pareillement leur curiosité. Et le littérateur est au diapason lorsqu'il devient sa propre commère ou celle des autres, non sans prétendre conférer à ces potins narcissiques ou fureteurs une portée psychologique ou sociologique. Mais à quoi se réduit cette portée ? À la désillusion érigée en fin mot de tout. La flèche tombe à ses pieds et voici le littérateur de s'enorgueillir de sa perspicacité. Tout se peut réduire à une sacro-sainte banalité, le supérieur toujours s'explique par l'inférieur, le hasard et la nécessité régentent nos destinées et la providence est un leurre. Ce qui manque à ces messieurs, ce n'est plus la dialectique, c'est l'archer, autrement dit le sens de la profondeur qui naît de la vitesse de la flèche. Il nous reste à nous désillusionner des spécialistes de la désillusion, à démystifier les démystificateurs qui sont les grands marabouts de notre temps. Que cache leur jubilation dépréciatrice, ce cri de victoire, ce n'est que cela. Quelle ruse du pouvoir s'exerce dans ce ricanement qui veut être le dernier mot ? Que nous veulent ces ingénieux de la dérision ? D'où procède et vers quelle fin cette méthode procustéenne ? Rien ne semble autant réjouir le moderne que de savoir que nous ne serons bientôt qu'une carcasse vermineuse, fruit du hasard et de la nécessité. Toute générosité est donc bien inutile et vaine la grandeur d'âme, la beauté cisse dans l'instant. Le moindre signe de ferveur est considéré par nos sceptiques comme un ridicule ou un danger, mais c'est la vie même pour ses censeurs qui est ridicule et dangereuse. Si la littérature contraire n'est rien d'autre que le... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.